Allô tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast Quand la sexualité blesse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder la réalité que l'entourage d'une victime d'agression à caractère sexuel peut vivre. On parle beaucoup des victimes, des conséquences sur elles, mais souvent derrière ces personnes-là, il y a des gens qui sont là pour les soutenir, il y a des gens qui sont là pour l'accompagner. Malheureusement, pas dans tous les cas, mais dans la meilleure des scénarios, oui. Puis ces gens-là, des fois, peuvent se sentir un peu impuissants, peuvent se demander comment bien faire pour aider la personne, comment être là à 100%, mais ils peuvent aussi vivre des émotions, tu sais, d'accompagner une personne qui vit un processus difficile comme une agression à caractère sexuel. Donc, j'avais envie un peu qu'on aborde la réalité de ces gens-là, comment ils se sentent, comment ils peuvent vivre ça. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Est-ce qu'il y a des attitudes à prioriser? Y a-t-il de l'aide qui existe aussi? Donc, vous allez voir là, dans ma discussion d'aujourd'hui avec mon invité, on aborde vraiment tout ça. Évidemment, on aborde le parcours d'une seule personne. Donc, ça ne veut pas dire que tous les proches vont vivre ça de la même façon. Mais quand même, je pense que ça peut nous donner un peu une bonne idée là, des choses à prioriser pour aider une victime dans une situation comme ça. Donc, évidemment, comme je le dis à chaque épisode, si vous avez des questions, ça vous fait vivre des émotions, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur nos plateformes, nos réseaux sociaux Calax Abitibi, sur Facebook et sur Instagram. Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'entreprise Forex Damos qui nous permet de réaliser l'épisode d'aujourd'hui. Donc, sur ce, je ne parlerai pas plus longtemps. Je vais vous laisser aller à notre discussion. Si vous avez des commentaires, faites-nous en part. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre feedback et je vais vous souhaiter une bonne écoute. Allégation d'inconduite sexuelle. Un féminicide au Québec. Allégation d'agression sexuelle. Les 4 joueurs des Olympiques de Gatineau. Plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes hommes aussi qui pensent que le système judiciaire n'est pas efficace. Assez, c'est assez. On veut du changement. On veut que les voix des victimes se fassent entendre davantage. Allô, Michael? Salut. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que des fois, là, pour certaines personnes, ça peut être un peu intimidant de venir parler dans un micro avec une fille qu'on connaît pas tant devant des caméras, là. Fait que merci d'avoir accepté d'être là avec moi aujourd'hui. J'ai expliqué un peu dans l'introduction, dans le fond, qu'aujourd'hui, on parlait du rôle que l'entourage d'une victime d'agression sexuelle peut avoir dans sa vie parce que, tu sais, on parle souvent des victimes, mais il y a des gens autour qui gravitent, il y a des gens qui sont là pour aider ces personnes-là. Puis je trouvais ça intéressant d'explorer un peu comment ces gens-là peuvent vivre cette situation-là, comment ils peuvent se sentir à travers tout ce processus-là. Donc, je sais que toi, c'est un peu ta situation. Fait qu'évidemment, on va parler de ça aujourd'hui. S'il y a des questions que je te pose à un moment donné, que tu es moins à l'aise, puis tu te sens-toi bien confortable de le dire, l'objectif, je pense, c'est juste qu'on jase ensemble puis que tu nous partages un peu ton expérience. Évidemment, ton expérience ne représente pas l'expérience de tout le monde. Donc, évidemment, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont full se sentir interpellés. Il y en a peut-être qui vont être moins interpellés par ton expérience, mais en même temps, je pense que ça peut en inspirer plusieurs puis peut-être leur donner un peu des trucs, des astuces là, pour les aider si jamais eux, ils doivent soutenir une personne dans leur vie puis ils ne savent pas trop comment. Tout à fait. Donc, c'est sûr que... Oui, t'avais-tu... Ben, j'allais dire, puis s'il y a des gens qui sont interpellés puis que ça les aide, tant mieux. Mm-hmm. Puis s'il y en a d'autres, ben, peut-être qu'ils vont voir qu'il y a d'autres ressources ou qu'il y a certaines choses qui peuvent les aider ou du moins savoir qu'ils ne sont pas tout seuls. Mm-hmm. Tu sais, le but, c'est pas de décourager personne non plus puis non. de dire que c'est vraiment difficile de soutenir quelqu'un. Évidemment, ça a ses difficultés, mais c'est aussi pour parler que, tu sais, évidemment, il y a des ressources qui sont là puis il y a peut-être des façons aussi de s'aider nous-mêmes parce que c'est pas facile, je pense, soutenir une personne qui vit quelque chose comme ça. Donc, tu sais, le but, c'est pas de décourager personne là, aux gens qui nous écoutent. On veut pas vous dissuader de soutenir les gens qui vous entourent. C'est sûr que je pense que c'est important de commencer par le début du début là, pour apprendre à te connaître un peu. Les gens savent pas t'es qui. Moi, j'aimerais ça savoir un peu, qui tu es. Si tu veux te présenter un peu, faire ton petit speech pour nous parler, c'est qui Michael. Puis nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour t'amener à devenir une personne soutenante d'une victime d'agression sexuelle? OK. Ben, Michael Chapman, je travaille dans un bureau pour un entrepreneur général, pour Hardy Construction, pour ne pas le nommer. Fait que je suis quelqu'un qui se dédie beaucoup à son travail, qui est très impliqué dans ma vie professionnelle. Puis j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire, Joanie Bellemare-Saint-Georges, qui est maintenant ma femme, puis on a un beau petit garçon ensemble qui a maintenant 16 mois en ce moment, un petit peu plus au moment où vous allez écouter, mais
Un beau petit bonhomme parfait pour mes yeux de papa. C'est vrai qu'il est cute, je l'ai vu. C'est vrai que c'est un beau petit gars. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai rencontré Joanie, ça fait presque 3 ans, puis elle a toute qu'une histoire en arrière de elle, là, une histoire d'agression sexuelle, séquestration, manipulation. Une lourde histoire, un lourd bagage. Puis c'est une histoire que j'ai connue brièvement dès le début de notre relation. Puis de plus en plus de fil en aiguille, puis jusqu'à se rendre un processus de procès. Elle avait dénoncé son agresseur. Puis là, l'automne dernier, bien justement, ça a passé en cours devant le jury, puis je l'ai assisté pendant toute cette période-là, en présence, puis ben, c'est ça, dans le fond, j'ai pris un congé le temps du procès pour la supporter dans ça. Puis une chance que je l'ai faite. Mhm. Je pense vraiment qu'on minimise souvent le rôle je vais dire des proches aidants. Là, ou Ouais. Puis c'est ça. Je pense qu'on sous-estime beaucoup l'impact que tout le processus judiciaire peut avoir sur les victimes. Puis l'impact que ça peut avoir ses proches sur la vie, sur la relation entre conjoint-conjointe. Ça a beaucoup d'impact à beaucoup de niveaux. Puis je trouve que malheureusement, il y a souvent pas un tabou, mais c'est des sujets qu'on veut pas trop aborder, qu'on trouve délicats, puis qu'on va préférer fuir que d'approfondir le sujet, puis de rentrer dans le vif du sujet, puis de faire notre job d'amis ou de Ouais. conjoint ou de parents pour aider ces personnes-là adéquatement. Mhm. Fait- Oui, vas-y. Fait que tantôt, tu me remerciais d'être là, puis tout ça, mais je trouve que c'est un peu normal, puis je trouve que si on peut aider les gens, ben tant mieux. Oui, puis je trouve ça intéressant de ce que tu dis. C'est vrai que des fois, quand on vit quelque chose de difficile, tu sais, dans une situation comme ça, une agression sexuelle, on dirait qu'on se sent mal d'en parler à notre entourage parce qu'on a peur de les décevoir, on a peur qu'eux, y aient de la peine, tu sais, on veut pas trop qu'ils s'inquiètent pour nous. Fait que c'est vrai que, tu sais, malheureusement, il y en a des victimes qui ont personne vers qui se tourner. Je pense que, tu sais, Joanie, elle a la chance d'avoir un mari qui a été très présent, puis tu sais, tu nous l'as un peu dit, tu n'as pas travaillé, tu l'as accompagné, tu as mis un peu ta vie sur pause pour vraiment être là pour elle. Là. Oui. Fait que, tu sais, évidemment, c'est sûr que ça a eu quand même des impacts sur ta vie, de ce que je comprends. Quel impact tu dirais ça a eu en premier? Parce que, dans le fond, ce que j'entends, c'est que tu le savais dès le début de votre relation ou quand même assez rapidement. Oui, tout à fait. Je le savais sans avoir tous les détails, sans... Parce que, tu sais, on s'entend que quand tu rencontres quelqu'un, tu dévoiles pas toutes tes périodes sombres. Pas à première date, là. Pas à Ouais. première date, c'est ça. Mais moi, à première date, je savais qu'il y avait des choses, qu'il y avait un lourd passé, disons, on va le dire OK. de même. Puis au mesure que notre relation a avancé, bien là, j'apprenais des petits brides, les agressions, après ça, la séquestration, puis à un moment donné, des exemples plus concrets, de la manipulation, Fait que l'histoire qui a été dite au procès, durant tout le procès, durant les 5 semaines qu'elle a témoigné, ce qui est énorme, soit dit en passant, 5 semaines dans le box, C'est rare qu'on voit dans ça. les records. Là, ouais. Fait que cette histoire-là n'était pas nouvelle, fait que j'ai pas eu de surprise extravagante durant le procès. Puis néanmoins, ça a quand même eu des effets dévastateurs, je pense, pour moi et pour elle. Là, tu sais. Mais même moi, en tant que personne soutenante, d'entendre cette histoire-là, puis c'est pour moi qui l'a raconté, puis c'est pour moi qui l'a vécu, de l'entendre, puis de voir ma femme dans le box pleurer à l'occasion, d'autres fois voir la colère, puis tout de voir les avocats les avocats de la défense qui piquent, puis qui font exprès pour essayer de faire sortir des gonds ma femme, c'est tellement inhumain, c'est fâchant, ça n'a pas de bon sens le système dans lequel on est pour vrai. Là, ouais. J'imagine que ça a dû te donner une image un peu, pas nécessairement positive de tout ce processus-là, de l'avoir Non. passé à travers ces étapes-là. Là. Le seul mot qui me vient en tête, c'est barbare. C'est un processus qui est barbare. C'est archaïque, c'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, moi, quand j'ai rencontré Joanie, sa vie allait correct, on va dire. Tu sais, je veux dire, elle, sa vie a crashé quand elle a dénoncé. Je veux dire, ça a crashé bien avant ça, là. Mais je veux dire, son état émotionnel a été affecté à partir du moment qu'elle a dénoncé.
Puis le système de justice a toujours mis des pressions puis des stress quand est-ce que le procès va avoir lieu, les demandes d'arrêt de Jordan, toutes sortes de requêtes pour toutes sortes de raisons, juste pour étirer le processus. Puis de toujours avoir un jour, va avoir le procès, de savoir que ce mur-là arrive, puis un jour, il va falloir que je témoigne. Là, je me mets dans Mais ça crée de ce que je comprends d'elle, puis d'autres victimes qu'on a côtoyées, c'est que tant que le procès n'est pas fait, c'est comme si on ne peut pas se projeter plus loin dans le futur que le procès. On ne peut pas voir la vie après le procès. Parce que tant que ça, c'est pas fait, il y a juste ça dans la vie qui existe en ce moment. Là. T'es comme toujours un peu sur hold, là, Ouais. tu sais, en attente de, puis tu sais pas comment ça va se passer, puis... Exact. Puis là, tu sais, comme... Ben là, on a un enfant, puis c'est merveilleux, mais d'ailleurs, dans la discussion, un moment donné, c'était... Ben, on est mieux d'attendre après le procès. J'aimerais mieux attendre après le procès avant d'avoir un enfant. Non, mais le procès va-tu avoir lieu dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Jamais. Tu sais, C'est des délais déjà qui ça sont laisse longs, là. toute la vie normale de côté. Ben, pas de côté, mais il y a tout le temps ça qui est là, puis qu'on ne sait pas quand ça va arriver, comment ça va finir, quel va être l'état émotionnel après. Puis toi, mettons, en tant que mari qui l'a accompagné là-dedans, qui a un peu vécu ça en parallèle, tu sais, dans le sens où tu n'as pas témoigné, mais tu étais là, puis tu as suivi tout son processus. Est-ce que à certains moments, tu sentais... Bien, en fait, comment tu te sentais dans ce processus-là? Tu sais, d'être là, de ne pas le vivre, mais y avait-tu des émotions en particulier qui étaient plus présentes que d'autres? Tu sais, comment tu gérais tout ça, là? Ah, il y en a tellement. Puis c'est dur à synthétiser, là. Mais premièrement, il y a beaucoup de colère. Je veux dire, cet individu-là, ce criminel-là qui est à quelques pas de moi, veut pas, quand quelqu'un s'attaque à quelqu'un qu'on aime, j'avais pas envie d'aller y masser les épaules, on s'entend-tu? Là? Fait que déjà là, juste d'être à proximité de cette personne-là, c'est déjà déjà ça, c'est dérangeant. Ça crée t'as des frustrations intérieures. Fait que ça, c'est dérangeant. De voir la personne que t'aimes qui est en train de témoigner puis qui raconte son histoire, qui est horrible, puis d'entendre ces mots-là sortir. Puis dans ce cas-ci, il y avait des photos, il y avait des vidéos, il y avait des trames sonores, il y avait toutes sortes de choses qu'on serait pas supposé voir, pas supposé entendre. Même pas, ça devrait même pas exister dans certains cas. Tu sais. Ouais. Fait que c'était cruel. C'était cruel pour elle, c'était cruel pour moi. Puis après ça, de voir comment le système de justice est fait de jusqu'où ils peuvent aller dans les questions, dans essayer de créer la honte dans la victime. Déjà que les victimes sont déjà honteuses. Ils portent déjà un sentiment de honte qu'ils ne devraient pas porter. Ouais. Puis ça, je pense, c'est typique de la majorité des victimes d'agressions sexuelles, de porter de la honte. Ben, je pense que notre société envoie ce message-là de manière indirecte. Là. On a tendance à avoir des discours qui vont faire sentir les victimes d'agressions sexuelles très coupables de ce qu'elles ont vécu. Là. Puis c'est pathétique. C'est tellement pas ça. C'est... La première chose, je pense qu'une victime doit travailler, c'est d'essayer de se sortir. Puis je sais pas c'est quoi la solution, là, mais d'essayer d'évacuer ce sentiment de honte-là parce que vous n'avez pas apporté ça. C'est pas vous, le psychopathe. C'est pas vous, la personne malsaine. C'est pas vous qui a commis des actes qui avaient pas le droit d'être commis. Vous avez peut-être pas dit non, mais vous avez surtout pas dit oui. Oui, c'est ça. Il y a toute la notion de consentement. Ramenez-vous à la notion de consentement. Étiez-vous consentant ou consentante? Je veux dire, à partir de ce moment-là, à partir du moment que la réponse c'est non, je n'étais pas consentant, il n'y a pas de honte à avoir. Là. Au contraire, je trouve, puis c'est facile pour moi de le dire, mais criez-le haut et fort, dénoncez-le. Il faut que ça change. Mais je pense que ça, on le dira jamais assez. Là. On parle beaucoup dans les dernières années que la honte, il faut qu'elle change de camp. Ouais. Puis je pense que malheureusement, c'est encore un travail de longue haleine, là, genre que les victimes se sentent pas coupables. Mais j'ose espérer, là, avec mes lunettes roses, qu'à un moment donné, on va arriver à ça, que quand une personne va vivre une agression sexuelle,
elle va le savoir que c'est pas de sa faute, tu sais. Ça serait mon plus grand rêve, mais je comprends que, tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de honte, puis qu'un processus judiciaire, tu sais, c'est pas nécessairement toujours rose pour tout le monde. Puis, tu sais, dans le cas qu'on parle, ça a été un processus judiciaire quand même assez tumultueux. Puis, il y a des questions, des fois, qu'on se fait poser, que c'est un peu... c'est très intrusif aussi, là. Ça peut être, tu sais, surtout quand que la situation se passe sur plusieurs années, là, tu sais, parce que elle a témoigné pendant 5 semaines, je pense. Tu as été là du début à la fin. Toi, tu sais, là, tu parlais beaucoup de colère. Est-ce que ça arrivait à des moments où tu te sentais impuissant? Ben oui, tout le temps. C'est ça qui arrive, c'est que c'est un mélange. Parce que là, j'ai parlé de colère, de tristesse. Tu vois la personne que tu aimes qui souffre, donc toi aussi, tu souffres. Puis tu essaies de dire à quelqu'un que tu n'as pas à porter la honte quand cette personne-là ressent la honte. Depuis des années. Depuis des années, elle la ressent pareil, la honte. D'avoir les bons mots pour soutenir quelqu'un, pour y enlever le stress, la pression, toutes les inquiétudes qu'elle peut avoir, puis la frustration qu'elle a. À un moment donné, ça vient quasiment... Puis moi, je suis quelqu'un de super sensible en plus, là, fait que je vais absorber beaucoup les émotions des autres. De même faire la distinction entre mes propres émotions puis les siennes, ça peut devenir difficile. OK. Mais c'est ça, de sentir l'impuissance. Et l'impuissance, elle est tout le temps là. La seule chose que je pouvais faire, moi, c'est essayer de survivre à la tempête qu'il y avait. Parce que c'est bien beau que durant la cour, elle est droite, elle est forte, elle est solide, elle témoigne bien. Puis c'était exemplaire comme témoignage, là, tu sais. Mais il reste que quand les lumières se ferment, puis que le soir, on retourne à la maison, puis qu'on va chercher le petit gars, mais il faut s'occuper des repas, faut gérer la soirée, l'adrénaline baisse. Là, c'est tous les questionnements de ça a-tu bien été, ça a-tu pas bien été. Comment les journalistes ont ramené ça. C'est exactement là que je m'en allais. En plus, dans ce cas-là, c'était très, très médiatisé. Comment les journalistes vont rapporter ça, ça a été souvent ramené tout croche pour le sensationnalisme. Fait que de gérer tout ça, puis après ça, justement, quand l'article sort à 9 h le soir, ben là, ça recrée d'autres émotions, ça crée une autre tempête, essayer de calmer tout ça pour s'endormir. C'était... Dans ce cas-là, la période du procès était très, très... Moi, je vais utiliser le mot lourd. C'était lourd, c'était difficile. Puis, dans mon cas, je te dirais, on dirait que j'ai isolé mes propres émotions, j'ai essayé de les tasser. Puis en même temps, il y a comme un... C'est peut-être moi qui ai fait de même, mais il y avait comme un contexte de... Je suis qui, moi, pour trouver ça dur? Si on me prend sur toi, là, je veux dire... C'est pas toi qui l'as vécu. C'est comme si on met dans la balance que la personne agressée a tellement plus de raisons d'avoir des émotions intenses, a bien plus de raisons que moi d'être fâché, a bien plus de raisons que moi de trouver ça dur, a bien plus de raisons que moi de trouver ça triste, puis de manquer d'énergie, puis d'être exténué, tu sais, je veux dire. Moi, je suis assis sur le banc en bois, pas confortable en arrière, puis je fais juste écouter. Là. Elle l'a tout dit, puis le cerveau, il roule à longueur de journée. Fait que tu te sentais mal des fois, ou ben pas que tu te sentais mal, mais tu sentais que tes émotions avaient pas nécessairement leur place, puis tu gardais ça pour toi? Oui. Puis ça, je pense, c'est peut-être une erreur. OK. Pourquoi? Ben pas peut-être, c'est une erreur. C'est sûr qu'elle n'avait pas besoin de gérer mes émotions. Elle n'avait pas besoin de ça, puis c'est pas ça que je dis. Par contre, en tant que proche, il ne faut pas que vous vous oubliez vous-même. On dirait que vu que l'autre est dans une détresse plus grande, on essaie peut-être de juste pallier, puis d'être plus fort, puis de se soutenir. Mais maintenant, je pense que ça finit par nous rattraper. On minimise ce que nous-mêmes, on vit en tant que proche aussi, je pense. On essaie de mettre ça de côté, on l'ignore, on met ça d'une petite case à côté, mais maintenant, la petite case, elle fait juste grossir. Puis elle prend toute la place. Elle finit par prendre beaucoup de place. Mais elle aussi, là, sa petite case, elle se remplit pareil, même si elle en évacue. Puis... Fait qu'à un moment donné, les deux petites cases bien pleines, ça peut finir, ça finit par déborder, puis pas nécessairement comme ça devrait, pas nécessairement au bon moment ou de la bonne manière. Fait que je pense qu'une des clés, c'est vraiment d'apprendre, puis d'avoir des ressources ou des amis ou de l'entourage, puis de prendre le temps de s'isoler, puis d'évacuer ça un peu. Pour mieux aider l'autre. Pour mieux aider l'autre, exact. À un certain niveau, moi, voyons,
Un blanc. Le CALAC à Rouen, là. Oui, le point d'appui. Le point d'appui, les intervenantes au point d'appui de Rouen, parce que le procès avait lieu à Rouen, m'avaient offert de faire quelques rencontres avec eux, une par semaine, le temps du procès, pour justement pouvoir parler. Puis au début, j'ai dit non. Après, j'ai dit oui, ça n'a pas donné. Mais dans tout ça, mon interrogation intérieure, c'était quand est-ce que je vais prendre le temps? Parce que durant les pauses, le matin, l'après-midi du procès, durant le midi, le soir, elle me dit « Ma blonde a besoin de moi. Faut que je sois là. Je peux pas la laisser toute seule sur l'heure du midi. Elle vient de se faire ramasser par les avocats de la défense. Ouais. Fait que je sais toujours pas comment ou quand j'aurais pris le temps, mais j'aurais dû prendre le temps, prendre le 1 heure par semaine pour avoir quelqu'un qui m'écoute puis qui m'aide à mettre des mots sur ce que je vis à ce moment-là. Ouais. Même si j'ai l'impression de bien le vivre sur le moment. Des fois plus tard. Des fois plus tard, ça revient. Exact. Oui, puis, tu sais, on parle beaucoup, je pense, de. Tu sais, quand on parle de tout ce qui est violence sexuelle, on va beaucoup parler des victimes, des conséquences qu'ils vivent. Puis je pense que, tu sais, c'est correct dans le sens où c'est elles qui sont victimes de tout ça. Mais, tu sais, il y a des gens autour comme toi qui sont là, puis qui tiennent le fort un peu, puis qui essayent de faire leur possible pour aider ces gens-là. Puis, tu sais, tu disais que tu es une éponge beaucoup. Fait que, tu sais, tu t'absorbes toutes les émotions. Mais à un moment donné, l'éponge est comme saturée, tu sais. Fait que, tu sais, moi, ce que je me demande, c'est y a-tu des conséquences? T'sais, on parle beaucoup que les victimes vont, exemple, être stressées, vont avoir de la difficulté à dormir ou des trucs comme ça. Toi, en tant que proche qui a vécu un peu ça en parallèle, y a-tu des conséquences que tu as vécues en accompagnant ta femme dans tout ce processus-là? Bien, je suis pas sûr, je saisis toute l'ampleur de la question parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs contextes. Si on parle du contexte de la période du procès, c'est sûr que oui, tu dors dans le même lit que quelqu'un qui dort pas bien, qui fait des cauchemars, qui a des flashbacks. Dans notre contexte, en plus, on a un bébé qui se réveille la nuit, pas capable de s'endormir le soir pour tout ce qu'elle a vécu dans la journée, pour le stress qui va se passer le lendemain. Fait que les heures de sommeil, pour elle, sont minimisées, mais par la bande... Les tiennes aussi. Les miennes aussi. Parce qu'elle dort pas bien puis qu'elle va gigoter dans le lit, mais aussi parce qu'à certains moments, elle va se réveiller en sursaut ou parce qu'elle a besoin de parler. Ouais. On se couche aussi plus tard parce que l'anxiété est là. On va se coucher plus tard parce qu'il faut essayer de passer cette mini-crise, je veux dire, une mini-crise d'angoisse, le temps d'être capable d'aller au lit, tu sais. Fait que avant ça, avant même la période du procès, ben oui, le stress du procès qui s'en vient, les flashbacks, c'est des choses qui sont là. Déjà. Qui étaient déjà là, puis que ça arrivait, là, des périodes d'angoisse le soir, des flashbacks, des cauchemars. Puis je vous dirais que le pire était après le procès. Ouais. Ouais. De revivre toutes ces années-là par le procès, les flashbacks, surtout les flashbacks, là, mais toutes le toucher, ce qui est sensoriel, qui peut rappeler les événements. Après le procès, c'était encore pire l'impact sur elle. Fait que, par ricochet, l'impact sur moi aussi. Oui. Puis, tu sais, étant donné que tu as été là, que tu as entendu beaucoup d'informations, que tu as vu des choses, ça a-tu un impact sur toi? Oui. Ben oui. Moins qu'elle, évidemment. On s'entend. Puis tu vois, encore là, je dis, on se compare tout le temps. Là, je viens de le faire. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas minimiser qu'est-ce que nous, on ressent. Mais oui, moi, j'ai vu des photos, j'ai vu des choses que je me suis réveillé la nuit en y pensant. J'ai eu des flashbacks sur des photos. Imaginez, c'est même pas quelque chose que moi, j'ai vécu. Puis c'est à ce moment-là que moi, j'ai réalisé la puissance d'un flashback, malheureusement. Quand t'en as vécu un? J'en ai vécu un pour quelque chose qui me concerne même pas. Fait que je me dis, la personne qui a réellement vécu ça, comment c'est traumatisant de revivre via un flashback, un événement. Puis un flashback, ça peut être pour toutes sortes de choses, ça peut être toutes sortes de stimuli, ça peut être en plein jour, c'est pas obligé d'être le soir, ça peut être quand tu dors, ça peut être... Tu peux avoir envie d'embrasser ton amoureux, puis paf, il y a un flashback. Ça revient, c'est... Puis de comprendre ça aussi, ça prend un certain temps puis une certaine intelligence émotionnelle de réaliser que
Qu'est-ce qui se passe, là? Si ma blonde, elle me repousse pas. Pas parce qu'elle m'aime pas. C'est pas moi qui repousse, c'est pas Michael Chapman qui repousse. Quand ça arrive, c'est parce qu'il vient d'avoir un déclencheur qui l'a remis d'une situation atroce. Tu sais. Ça, c'était-tu difficile pour toi au début? Surtout qu'au début, je comprenais pas ou je savais pas que c'était ça. Puis même jusqu'à récemment, là, on a mis des mots sur ça. On a dit, regarde, quand tu as un flashback, dis-le. Parce que aussi, les psychologues disent, quand il y a un flashback, faut pas que tu y apportes trop d'importance. Faut pas que tu en parles. Faut pas que tu l'expliques. Parce que plus tu l'expliques, plus tu lui donnes de l'importance, plus il y a des chances qu'il revienne. Mais en même temps, il faut que tu en parles. Ouais. Il y a des approches contraires, dans le sens où il y en a Exact. qui disent qu'il faut que tu en parles pour te désensibiliser. Puis, tu sais, Exact. Mais moi, tu sais, ce que je trouvais difficile, c'était de comprendre c'était quoi. Parce qu'il y a des choses qu'on va travailler avec le temps, il y a des choses que non. Tu sais, si... Puis là, c'est pas le cas, mais je vais donner un exemple aussi banal que replacer les cheveux sur l'oreille. Tu sais, si quelqu'un, pour lui, c'est de prendre les cheveux puis les replacer sur son oreille, si je fais ça à ma conjointe, puis son agresseur faisait ça, ça peut être un déclencheur. Ouais. Ça peut la figer, ça peut y créer un froid dans les yeux, ça peut amener son esprit ailleurs. Puis ça se peut que je le réalise même pas. Puis que je le fais, puis à toutes les fois, ça va la figer. Ça t'a demandé d'être doublement à l'écoute, j'imagine. Exact. Sauf que le problème, la solution, en fait, c'est de le dire. J'ai pas besoin de comprendre la raison, qu'est-ce qui est arrivé cette fois-là, il y a 4 ans, pour que quand que tu te fais placer les cheveux, c'est quoi le flashback que tu as en tête? Pas besoin. Mais si elle met la dis-moi. limite, au moins. Dis-moi que c'est ça qui l'a généré. Regarde, je viens d'avoir un flash quand tu as replacé mes cheveux sur mon oreille. Tu vas pas faire exprès de Ben le là, je ne faire. ferai pas exprès, je le sais. Je ne ferai pas exprès. Ouais. Puis peut-être qu'avec le temps, on va en convenir que une fois de temps en temps, pour essayer d'avancer dans le processus, peut-être qu'on va se dire une fois par mois, fais-le, tu sais, pour avancer. Puis peut-être pas. On va avancer dans le temps avec ces différentes choses. Il y a des flashbacks qui vont être là à vie, là. Ouais. Fait que... Mais il reste que la communication est ultra importante. Puis moi, je trouve que dites-le à vos proches. Quand il y a quelque chose qui se passe, dites-le pour éviter de vous remettre dans cette situation-là. Puis pour aussi que la personne qui est proche, ben, elle puisse faire attention, puis elle puisse plus être consciente de, tu sais, de certains déclencheurs ou tu sais, certaines choses qui peuvent rendre C'est la ça. personne pas confortable. T'as quand même l'air de bien connaître ou de bien comprendre un peu les réactions qu'un trauma peut engendrer. Est-ce que il a fallu que tu apprennes, tu sais, j'imagine que tu devais pas tant connaître la réalité d'une victime d'agression sexuelle nécessairement avant. Tu sais, il a-tu fallu comme que tu fasses des recherches? Est-ce que tu t'es documenté? Tu sais, comment tu t'es préparé à tout ça? Ben, j'ai envie de te répondre que je me suis pas préparé puis qu'on peut pas se préparer. Ouais, j'avoue. Je pense que d'emblée, je pense que je suis une personne qui a une grande intelligence émotionnelle puis qui apprend beaucoup à lire les gens, à comprendre, à écouter. Dans le cadre de mon travail, je suis une personne qui est un grand un conciliateur, tu sais, qui va réussir à rallier les gens pour qu'on travaille tous pour aller dans la même direction. Je sais pas où je m'en vais avec ma réponse, mais en gros, T'as surfé sur la vague, t'as comme absorbé à chaque étape. essayer de comprendre, puis ça n'a pas tout le temps été un succès. Là. Puis c'est encore pas un succès. J'ai des bons coups, puis j'ai des moins bons coups. Je pense que ma moyenne n'est pas mauvaise. Fait que... mais je pense que... Puis là, écoute, je vais vraiment, vraiment caricaturiser. Je pense que tout ce que je dis là, pour l'homme de Cro-Magnon... Qui a un travail extra manuel puis qui pense juste à parler de bacon puis de char, je pense que cet individu-là va peut-être avoir la misère à comprendre peut-être la victime. Tu sais, puis faut s'entendre, là, c'est vraiment une caricature que je fais. Là. Le stéréotype du gars qui n'a pas d'émotion. Oui, c'est ça, exact. Mais cette personne-là, il faut vous lui expliquer. Tu sais, je comprends que tu as de la misère à comprendre, mais quand tu fais
quand tu fais ça, que tu poses tel geste, moi, ça me fait revivre quelque chose d'extrêmement désagréable. Puis j'ai moins le goût de toi dans ce temps-là, tu sais. Fait que ça t'a poussé, j'imagine, à être beaucoup plus sensible puis à peut-être re-questionner des affaires? Moi, je l'étais déjà pas Tu mal. l'étais déjà. Oui, Ben, tu sais, ça, c'est sûr que ça a dû être un sensibilité. plus dans le sens Oui. où ça doit faire partie des raisons pour lesquelles vous êtes mariés, vous avez un enfant, Oui, puis que, tu sais, elle a trouvé chaussure à son pied, dans le sens où ça Oui. peut être intimidant pour, tu sais, puis là, je parle pas juste d'agression sexuelle. En général, les gens qui ont souvent un passé ou qui viennent avec un bagage, ben pour certaines personnes, ça peut être comme, ben moi, ça me tente pas de, tu sais, de gérer ça, mais en même temps, tu sais, quand on aime la personne, tout ce qu'on veut, c'est son bien. Fait que, Exact. tu sais, on met tous les efforts en place. On fait du mieux qu'on peut. On est tout le temps bien intentionné, mais des fois, on peut faire des erreurs parce qu'on apprend, tu sais. Je veux dire, t'es pas intervenant, t'es pas psychologue, Non. tu le savais pas nécessairement comment gérer ça. Comme tu dis, je pense que t'as quand même une bonne moyenne là, de ce que t'as fait, mais y a-tu des choses que tu te dis, j'aurais fait ça autrement? Mettons, avec du recul là, depuis les dernières années que tu es avec elle, y a-tu des choses que tu te dis, ah ben j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû comme me renseigner sur tel sujet ou... Ben, peut-être de comprendre plus, justement, les flashbacks avant. Tu sais, comprendre que c'est vraiment des déclencheurs qui peuvent avoir absolument aucun rapport avec la situation. Puis, tu sais, un des exemples, tu sais, mettons un flashback pour un militaire, tu sais, qui a eu des explosions dans sa vie, qui a vu des morts, ben lui, fermer un couvercle de poubelle, Ça peut être ça trop. fait un claque. Puis peut-être que quand il entend un bruit de couvercle de poubelle qui se ferme, ben peut-être qu'il voit des bras décapités. tu sais. Ben, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas nécessairement c'est quoi un flashback, dans le sens où ça, c'est très sensoriel. Ça peut être une odeur, Oui. un son, la couleur d'une voiture. Si tu vois quelqu'un qui est chauve dans la rue, puis l'agresseur, il était chauve, ça, tu sais, ça peut être tellement d'affaires. Ouais. Puis c'est une réaction qu'on contrôle pas. Puis qu'on peut même ne pas savoir. L'exemple que je me suis fait donner récemment, c'était quelqu'un qui avait subi une agression, puis que c'était proche d'un PFK. Ah. Puis que l'odeur du PFK, sans savoir pourquoi, ramenait un flashback de l'agression. Fait que pensez-y, tu es tout seul dans ton auto, tu te promènes quelque part, Tu sens Puis, l'odeur. paf, tu repenses à ton agression sans même savoir pourquoi. C'est fort, là. C'est juste l'odeur du PFK dans ce contexte-là. Puis c'est pas par ce PFK, non, on s'entend. C'est un exemple. C'est une odeur qui est zéro en lien avec l'événement, mais qui était présente, consciemment, on n'est même pas au courant. Puis là, c'est le subconscient qui ramène ça. C'est extrêmement puissant, là. Fait que ça, de comprendre ça, déjà, c'est une bonne étape. Puis, c'est ça, de ne pas mettre ses propres émotions de côté, puis d'avoir quelqu'un pour ventiler, là, que ce soit un thérapeute, travailleur social, que ce soit les différents services là, de CALAC ou CAVAC qui peuvent vous supporter là-dedans. Là. Tu aurais été chercher de l'aide avant? Oui. Est-ce que tu as fini par aller en chercher? Oui, puis non. La réponse n'est pas claire parce que je suis allé ponctuellement. J'ai levé la main. Ben, en fait, au début, le CALAC à Rouen m'a proposé de l'aide. Que j'ai un peu dit non parce que je me pensais plus fort que la situation, dans le fond. T'sais, en tant qu'homme, là, on se dit... L'orgueil. Je suis fait fort, j'ai pas besoin de ça. Mais dites pas non, puis essayez. C'est comme vous travaillez avec quand tu rencontres un professionnel, un psychologue ou un travailleur social, peu importe, il y a un climat de confiance qu'il faut établir aussi. Puis idéalement, c'est pas quand on est en période de crise qu'on va commencer à rencontrer quelqu'un, puis faire le topo de quand ça va mal. Il faut prévenir la crise un peu, mais c'est dur à faire. C'est ça, c'est dur à faire. Fait que d'un contexte, comme moi, dans le contexte que je suis embarqué dedans, je savais que j'en avais pour 3 semaines, 4 semaines, peut-être plus. Finalement, ça a été 5 semaines, plus après ça, tout le débordement après le procès. Ben au début, j'aurais dû mettre les cartes, le jeu, puis rencontrer quelqu'un, prendre du temps avec, puis expliquer où ce que j'en suis dans ma vie, comment je trouve ça, qu'est-ce qui m'inquiète par rapport au procès, même si je le gérais très bien. De sorte qu'après ça, 1 semaine après, 2 semaines après, on est en cœur du procès, on rencontre encore, mais là, on peut plus facilement
ventiler puis sortir les bobos, sortir ce qui va pas bien, ce que je trouve difficile. Puis des fois, c'est juste d'avoir la bonne écoute, Ouais. tu sais, parce que mes amis, ils sont de bonne écoute. Mais est-ce qu'ils sont de bonne écoute pour ce contexte-là? C'est ça, c'est quand même un sujet qui est délicat. Fait que c'est pas tout le Très. monde, je pense, qui est apte à entendre ça. Exact. Fait que... Déjà, que ce qui a été dit dans la journée, c'est des choses qui sont pas nécessairement glorieuses ou qui peuvent être très difficiles à entendre. Ouais. Est-ce que je veux que ce soit des amis ou des collègues de travail qui soient mon écoute? Dans mon cas, c'était pas le C'était cas. pas ça, ouais. Même si j'avais plein de gens qui me disaient « Viens nous voir si tu as besoin de parler, on est là, on va aller dîner, on va... » Mais first, j'aurais pas envie de parler de ça au restaurant. Premièrement, Ouais. des choses. T'avais plus besoin de quelqu'un d'un peu neutre, comme? Oui, vraiment. Puis des intervenants, je pense. Mhm. Je pense que c'est des intervenants. Fait que oui, j'ai consulté. Malheureusement, je trouve que j'ai pas eu... Ensuite à cela, je trouve que j'ai pas eu le support que j'aurais dû avoir. J'ai levé la main avec certains centres d'intervenants, puis on m'a comme dit oui. Puis après, on m'a dit, ben finalement, vu que tu te débrouilles pas pire avec Joanie, mais on pourra pas vraiment t'aider. À la place, appelle le CLSC ou appelle tel autre organisme. Je ne me rappelle pas c'était quoi, là, mais c'était spécifiquement pour les hommes. OK. Puis ça, je me suis dit, wow, on est où, tu sais? Déjà, moi, je trouve, plus, je sais pas si c'est sexiste, comment je vais dire, mais déjà qu'un homme lève la main et dit, j'ai besoin d'aide, ça, là, c'est une étape que je pense 80% des hommes feront pas. Juste de dire, Allô? allô, je sais pas quoi faire, je pense que j'ai besoin de support. Là, il faudrait qu'il y ait des lumières qui s'allument puis qui se disent, ben qu'est-ce qu'on fait, là? Les proches des victimes aussi ont besoin de support. Ouais. Puis si on veut que nos victimes aillent bien, ben il faut supporter ceux qui les supportent parce que maintenant, on va en avoir deux ces bras, là, en tant que société. Là. Ouais, puis tu sais, en tant qu'exemple, comme un Calax, quand on supporte la victime du lundi au vendredi de 9 à 5. Tu sais, c'est pas, je veux dire, la fin de semaine, les soirs, c'est toi qui étais là, tu sais, pour elle. Fait que, puis, tu sais, ça a été quand même, justement, un dossier qui a été hyper médiatisé. Il y avait beaucoup de ressources mobilisées. On est dans les petits milieux. Fait que ce que j'entends, c'est que tu trouves qu'il y avait pas assez de ressources. T'as manqué d'aide, en fait. T'aurais aimé ça avoir plus d'aide que ce que t'as eu. Tout à fait. Puis, on aurait dû même peut-être insister un peu. Puis quand j'en ai demandé, elle aurait dû débouler à moi, mettons. Tu sais, puis... Je trouve ça plate d'avoir à faire autant d'efforts pour avoir comme de l'aide. Ben oui, tout à fait. J'ai encore le papier qui m'a été remis. Il est encore dans mon pick-up. Tu appelleras à tel numéro, puis tu prendras un rendez-vous. Sinon, c'est le CLSC. Normalement, c'est 6 à 8 semaines avant qu'il t'appelle. Ouais, c'est pas tentant. Écoute, quand je viens de lever la main et de dire c'est là que j'ai... Ouais. Là, il faudrait que je parle. Là. Rappelle-moi, 3 jours après, là, je l'ai ravalé, je l'ai retouffé puis je l'ai remis dans la petite boîte. Puis la petite boîte, elle va réexploser un autre matin. C'est beaucoup ça qu'on voit chez les hommes. C'est pas nécessairement en tant que proche. Les hommes, en général, qui demandent de l'aide, souvent, ils vont le demander quand ils sont dans l'urgence. Ouais. Puis c'est maintenant. T'sais, on peut pas leur dire qu'il y a des délais dans le sens où il va être trop tard. Ils reviendront pas. T'sais, parce que on a beaucoup, je pense, socialisé les hommes à se débrouiller, sont forts, ils vivent pas trop d'émotions. Puis malgré le fait que ça tend à changer, moi, je pense qu'on a encore certains peut-être plis ou certaines conceptions de ce qu'est un homme qui, je pense, est teinté par cette image-là. Ben, c'est sûr. Il n'y a rien de parfait, là, mais... C'est sûr. Moi, je suis quelqu'un de très proche de mes émotions, mais j'irai pas pleurer en avant de n'importe qui. Tu sais, je veux dire, il y a des limites quand même. Pour que je me laisse aller puis que je pleure, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Puis il faut que mes émotions, il faut que le moton soit bien rempli. Là, t'sais. Fait que... Puis je suis quelqu'un qui les vit puis qui n'a pas trop de problème à en parler. Là. Fait que l'homme de Cro-Magnon, je reviens à ma caricature, cette personne-là qui va pas bien en dedans d'elle, juste de dire... Elle ne lèvera pas la Je main. suis là, c'est déjà un pas énorme. Là. Si elle a levé la main, prend la main, puis amène-la quelque part, puis parle-y. Fait pas juste lui donner un numéro de téléphone qui vont le rappeler dans 6 semaines. C'est là. C'est là le besoin. Puis je pense que ça peut générer d'autres problématiques au niveau de la victime, parce que là,
Mettons, moi, dans mon cas, j'ai une boule d'émotion qui se bâtit, puis qui est mal gérée dans mon intérieur. Mhm. Puis elle a sa boule d'émotion aussi, puis ses problèmes, puis ses choses à gérer. Un moment donné, ça peut faire des frictions, tu sais. Ouais. On peut s'accrocher en tant que couple, ou, tu sais, si on parle de parents-enfants, ou peu importe qui qu'on supporte, ça peut créer des frustrations, des chicanes. Fait que... c'est ça. Je trouve que malheureusement, en tant que société, les organismes comme les CALAX, le CAVAC, vous avez tellement d'intervenantes extraordinaires. Puis il y a sûrement des intervenants aussi, là. Je parle au féminin, mais il y a sûrement des intervenants aussi. Mais j'ai tellement l'impression que vous manquez de financement puis de ressources. Puis en même temps, vous êtes si peu connus. Ouais. Puis, tu sais, je parlais avec certaines intervenantes, vous êtes comme coincés dans le... pas de budget pour avoir assez d'intervenantes. On veut donner du service, mais on n'a pas assez de ressources. On n'a pas assez de ressources parce qu'on n'a pas assez d'argent. Mhm. Sérieusement, notre société fait pitié là, sur Ouais. tout ce qui entoure les victimes. Là. Qu'on parle de l'IVAC, du CALAC, puis là, je l'ai dit tout de même, puis Ça, c'est la tout en majorité hack, du monde, là. ça doit même pas savoir c'est quoi. Ivac, Calax, Cavac, là, ouais. Ouais. Puis tout le système de la justice, Mhm. c'est tellement... Il y a eu J'ai des envie de- avancées, mais c'est pas parfait, là. Loin de là. Excuse comment je vais dire, mais c'est de la merde. Mhm. C'est le support aux victimes. Tous ces organismes-là font tout ce qu'ils peuvent, puis une chance qu'ils sont là. Mais les besoins dans notre société sont tellement immenses par rapport au service qui est offert. Mhm. Il y en a combien de ces femmes-là qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de support, puis qui ne savent même pas que ces organismes-là existent? Ouais. Puis là, vous autres, vous travaillez... je dis vous autres, je t'inclus dans... je t'inclus Ouais, là-dedans. je travaille là. Ouais. Les organismes travaillent pour aider les victimes, puis sur l'autre bord, tu as le système de justice qui fait juste les écraser puis les remettre à terre, Mhm. puis qui vous redonne 2, puis 3, 4 fois plus d'ouvrages parce que c'est mal fait. Mhm. C'est... C'est sûr que, tu sais, déjà, en aide aux victimes, on fait notre gros possible. Fait que, Ouais. tu sais, l'aide aux proches, on fait notre possible aussi. Ouais. Mais évidemment, je pense que, tu sais, mais moi, je pense qu'à mon avis, peu importe le service, il n'y aura jamais assez de ressources. Tu sais, comme, il n'y en aura jamais trop parce que je trouve pas ça normal, tu sais, que les gens aient à attendre plusieurs semaines dans des situations comme ça Mhm. pour rencontrer quelqu'un puis ventiler, tu sais, auprès de quelqu'un. Fait que c'est quand même dommage quand ça arrive. Là, tu sais, j'entends que t'as tendu des perches quand même, t'as fait certaines démarches. Ça n'a pas été nécessairement à la hauteur de tes attentes. À part ça, t'as-tu mis des moyens en place autres que de demander de l'aide pour mieux gérer toutes les émotions que tu vivais en lien avec ce processus-là? Pas nécessairement pendant le processus judiciaire, mais tu sais, même après, y a-tu des trucs que t'as dit, OK, là, il faut vraiment que je mette ça en place pour mieux évacuer ou, tu sais, mieux, pas nécessairement décrocher, mais, tu sais, avoir des moments pour toi, mettons. Ben oui, c'est sûr. Puis, ben, tu sais, j'ai rencontré une travailleuse sociale. Je pense que c'est important d'en parler, de parler de tout ça avec quelqu'un de neutre. Puis quelqu'un qui sait un peu de quoi il est question aussi. Là. Ouais. Tout ça, puis pour mes histoires du passé à moi aussi, j'ai fait une petite thérapie durant la période des fêtes. Une petite... comment ils appellent ça? J'ai passé 3 jours là avec un... Genre de thérapie fermée, là. Ouais, c'est ça, exact. C'était pas par rapport à ça, mais ça a comme permis de faire le vide dans moi-même puis dans mes Ouais. histoires mes histoires à moi, là, Puis des fois, on se Mais- rend compte qu'on traîne quelques roches du des passé. gros bagages. Puis là, ben, on les a comme mis de côté, mais des fois, ça ramène un peu ça aussi, Ouais. là. Fait que puis on a axé beaucoup sur la communication, moi puis Joanie, pour vraiment se parler de ses émotions. Puis tu sais, moi, le travail que j'ai fait dans ce ressourcement-là, en fin de compte, c'est réaliser à quel point mes émotions ou ma sensibilité est à la limite un problème dans un contexte comme Mhm. celui-là. Parce que comme je disais, je vais absorber les émotions des autres. Si t'es extrêmement fâché, je vais devenir fâché sans Ouais. comprendre pourquoi. Puis là, j'ai réussi à mettre le doigt sur ça, de réaliser Mhm. que toute ma vie, moi, j'ai ça, cette sensibilité-là. Fait que si t'es triste, je vais être triste. Si t'es angoissé, je vais venir angoissé. Mhm. Puis de mettre le doigt là-dessus, puis d'en parler. Puis maintenant, de le nommer. Fait que ça fait une grosse différence. Ouais, Puis ça, j'aurais dû le faire avec Joanie plus tôt. OK. Si je suis angoissé, j'aurais dû dire je suis angoissé. Le verbaliser. Le verbaliser. Parce que des fois, ça avait de l'air comme de l'indifférence. ou Ouais. en voulant garder mes propres émotions, je pouvais créer chez elle des frustrations ou
Parce que tu voulais pas la déranger avec ça, puis... Oui, mais ça peut... Là, elle se fait des idées sur ce que je ressens, alors que je fais juste le verbaliser. Ça change la dynamique. Ben oui, totalement. Puis ça, je pense qu'on n'en parle pas assez dans le sens où c'est un phénomène aussi qu'on voit au niveau des intervenants que, tu sais, quand on est beaucoup éponge, on absorbe toutes les émotions des autres. Puis des fois, on peut même développer un trauma nous-mêmes, même si on n'a pas vécu la situation tellement qu'on absorbe tout. Fait que je pense que c'est important justement de dire que premièrement, ça existe. Puis que si vous soutenez une personne qui vit des choses difficiles, ben vos émotions sont réelles puis sont légitimes, tu sais, Ouais. puis que c'est important d'aller chercher de l'aide. Tu sais, je pense que c'est un peu le message que je comprends, que c'est important d'aller chercher de l'aide plutôt pour se sentir un peu plus outillé aussi, parce que j'imagine qu'à certains moments, on se sent, ben, tu l'as dit, impuissant, on sait pas comment aider l'autre, puis tu sais, on connaît pas tout le processus judiciaire d'une personne, puis tu sais, il y a aucune victime qui va vivre son processus de la même façon. Fait que c'est difficile de tout comprendre, mais au moins d'avoir un espace pour en parler puis pour extérioriser ces émotions-là, tu sais, je pense que ça peut faire vraiment la différence, là. Vraiment. Fait que... Puis, tu sais, même s'il n'y a pas le processus judiciaire, Ouais, non. C'est parce qu'il n'y a pas toutes les victimes qui dénoncent, là, on se rappelle. Là. vraiment, puis vous avez le droit de vivre ces émotions-là. Ben oui. Puis vous avez le droit d'en parler avec la personne qui a subi l'agression. Puis même des fois, des séances conjointes, là. Tu sais, même si c'est votre enfant, si vous êtes un ami, si vous êtes... Puis que vous avez un malaise par rapport à ça, puis vous voulez parler, tu sais, à la limite, consulter ensemble. Tu sais. Ouais. Si vous êtes un couple, je vous le suggère fortement. Puis vous n'êtes pas obligé de consulter là, 10 séances une fois par semaine. Là. Mm-hmm. Une séance ou deux, des fois, ça fait juste replacer toutes les choses pour pouvoir exprimer ce qu'on a à dire. Ouais. En n'ayant pas peur que ça parte une chicane, parce qu'il y a un intervenant qui est là, qui est neutre, puis qui est capable de calmer le jeu, puis de réexpliquer. Ouais, mais c'est ça que tu veux dire, oui, tu sais. Mm-hmm. Fait que... Mais c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Moi, je trouve ça important de véhiculer le message que, tu sais, il faut que les gens aillent chercher de l'aide. Tu sais, moi, je pense que faut encourager les gens quand ils vont pas bien à aller chercher de l'aide, qu'ils soient victimes ou non, dans le sens où, comme tu dis, c'est pas nécessairement facile de soutenir une personne. Des fois, on a aussi nos limites de ce qu'on peut entendre puis de ce qu'on peut voir. Est-ce que tu dirais que depuis tout ça, tu sais, depuis que tu as rencontré Joanie, avec tout ce que tu as vécu avec elle, tu sais, comment tu l'as supporté, ta vision de la violence sexuelle, elle a-tu changé? T'sais, est-ce que, mettons, le Michael d'il y a 4 ans est un aussi fervent militant pour les victimes qu'il est aujourd'hui? Je n'étais pas un militant. J'ai toujours trouvé ça dégoûtant, dégueulasse, puis que ça n'a pas sa place. J'avais pas tout à fait... C'est pas un changement d'opinion, c'est une prise de conscience. Ça a évolué, mettons. Ça a vraiment évolué du tout au tout, là. Je veux dire, j'ai jamais été pour ça. J'ai toujours trouvé ça grave, mais j'avais pas réalisé l'ampleur en tant que volume, à quel point qu'il y en a des agressions. Tu sais, on parle d'une femme sur 3, je pense, les statistiques, c'est... C'est ça, c'est ce qui est dans les statistiques. Là. Moi, je serais pas surprise que ça soit plus, là, tu sais. C'est dégueulasse. Mm-hmm. Tu sais, je me dis, ça n'a pas de bon sens. On est où, là? Tu sais, moi, ça m'a vraiment frappé de réaliser, comprendre cette statistique-là. Puis peut-être j'avais banalisé un peu l'impact réel d'une victime, tu sais, ça m'a frappé de voir comment que je veux dire, les femmes qui ont été agressées, comment que la majorité d'entre elles sont dévastées ou brisées de l'intérieur. Ils ont de l'air fortes, ils ont de l'air solides, mais combien qu'il y en a qui sont dévastés de l'intérieur ou profondément blessés, puis que ça a des impacts importants dans leur vie, puis pour des années, des années, des années. Même si on ne le sait pas, même si on ne le voit pas, cet impact-là, il est là. Ouais. Fait que c'est sûr que de soutenir une personne que t'aimes, bien évidemment, ça rend un peu la chose plus concrète dans le sens où, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'avant, tu milites dans les rues pour que les agressions sexuelles soient légales, là, tu sais, je veux dire. Non. Clairement, je pense pas que c'était ton genre, mais ce que je comprends, c'est que tu avais déjà une sensibilité par rapport à ça, mais que là, de le vivre un peu, tu sais, par procuration, ça t'a fait prendre conscience de l'ampleur de la problématique, que ça arrive vraiment plus souvent qu'on pense. Puis aussi, je pense que, tu sais, j'entendais beaucoup tantôt quand tu parlais, tu sais, du manque de financement, du manque de ressources. Il y a un peu une analyse comme politique qui s'est développée
de cette problématique-là, tu sais, de dire qu'il faut qu'il y ait de l'aide, tu sais, il faut que les choses changent. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je pense que ça l'a dû quand même évoluer dans ta C'est tête, sûr. là. Oui. Oui, effectivement, je veux dire... Ben, premièrement, tous ces organismes-là de support, je les connaissais pas pantoute. Je savais même pas qu'ils existaient. Fait que ça, je savais pas ça. Je savais que la justice, c'était de la merde. Je savais pas à quel point. C'est n'importe qui écoute. Je veux dire, vous pensez que c'est de la merde, la justice, mais faites x10, là. C'est épouvantable l'impact que ça a ses victimes. C'est sûr qu'il n'y a pas un processus désastreux. judiciaire qui est pareil, mais tu sais, dans ce cas-là, dans le dossier, pour l'avoir suivi, c'est vrai que si on avait pu donner tous les pires exemples qui peuvent arriver dans un processus judiciaire, je pense que vous les avez toutes pognés, là. Fait évidemment, moi, je me mets à ta place, j'aurais sûrement la même opinion. Tu sais, il y en a des histoires qui se passent bien, mais tu sais, avec l'exemple, avec ce que tu as vécu, tu sais, je comprends que ton opinion est un peu négative. Moi, je mettrais la hache là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Mais en tout cas, tant mieux s'il y a des belles histoires. Là. Je l'espère. J'espère qu'il y en a. Mais, fait que... Non, c'est ça. Je n'étais pas un militant. C'était pas quelque chose qui était dans mes priorités, dans le sens que je savais que ça existait, mais c'était un problème mineur dans notre société. Là, jadis. C'était un peu ce que... Je savais que ça existait, même si j'approuvais pas ça. Ben, j'ai jamais approuvé ça, mais c'était mineur un peu comme problématique de société. Puis maintenant, mon regard est vraiment comme c'est partout. C'est épouvantable comment c'est partout, puis que c'est banalisé. Ben, c'est moins banalisé que c'était, mais c'est encore beaucoup, beaucoup sous silence. Ouais. On n'en parle pas, faut casser la honte. Ça n'a pas de bon sens, la honte qui tourne autour de tout ça. Puis je pense que c'est le sentiment qui a l'air à revenir le plus souvent au niveau des victimes d'agression. Vous n'avez pas de honte à porter. Fatiguant avec ça, hein? Non, mais en même temps, moi, c'est comme je dis, on le répétera jamais assez. C'est dans le sens où, moi, j'en parle, là, je fais des ateliers dans les écoles, j'en parle de secondaire 1 à 5, puis à un moment donné, en secondaire 5, il y en a qui me disent « mais là, madame, fait 5 ans, tu nous le dis, mais je te le dirai jamais assez. Je veux que ça rentre. Parce que d'une année à l'autre, des fois, ils l'oublient, tu sais, puis je pense que c'est à force d'avoir ce message-là qu'on va peut-être finir par changer un peu comment les victimes sont vues dans notre société. Fait que moi, je pense qu'on aurait pu le dire 200 fois dans l'épisode d'aujourd'hui, puis ça n'aurait pas été assez. Il faut continuer de faire comprendre aux victimes que c'est pas de leur faute. Puis ça, je pense que c'est un rôle important d'un proche. Quand quelqu'un se confie à toi, de lui dire c'est pas de ta faute. Ça, je pense que ça peut vraiment faire la différence, là. Vraiment, puis je pense que quelque chose d'autre, pour l'avoir vécu avec une ancienne conjointe aussi, pas que Joanie, mais un autre, qui avait vécu des agressions, quand elle en parle, sur le coup, j'étais comme, ben voyons. Tu sais, de banaliser un peu de... Ben non, ça doit pas être si pire que ça, là, tu sais, t'es sûr, tu sais, de douter. Mais en fait, c'était pas un doute, mais c'était comme l'effet de surprise. Avec l'effet de surprise, moi, je témoignais du doute. Mais probablement que le Michael d'aujourd'hui réagirait pas de la même façon. Non. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un a l'ouverture de vous parler de quelque chose qu'il a vécu, puis qu'on parle d'agression, d'attouchement ou peu importe, la personne, là, elle vous comptera pas ça juste pour faire pitié ou pour avoir votre attention. Là. Tu sais, si elle vous compte ça, soyez attentif, écoutez-la, croyez-la. Puis justement, déculpabiliser-la, cette personne-là, parce que je pense que c'est la première étape pour que quelqu'un se sente mieux, c'est de savoir qu'elle est entendue, qu'elle est écoutée, puis qu'elle est crue. Mais tu as répondu à ma prochaine question. Avant, j'allais justement dire comment les gens doivent agir, c'est quoi les attitudes à prioriser. Ouais. Mais je pense que tu as tout dit, justement, de croire la personne, d'être là, puis il n'y en a pas de formule magique. Là, je veux dire. Puis je pense pas que l'objectif, c'est pas, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas que les gens se sentent pro. On veut pas que vous deveniez des intervenants à notre place. Non. Au contraire, mais c'est pour montrer quand même que la réaction qu'un proche peut avoir, ça peut vraiment faire une différence. Si moi, la première personne à qui je me confie banalise ça, me dit je te crois pas, ben ça peut avoir de l'impact sur moi, puis j'irai peut-être jamais aller chercher de l'aide, alors que si je suis bien accueillie, puis qu'on me croit, puis qu'on me respecte, qu'on m'écoute, ben ça va faire toute la différence dans mon cheminement. Puis qu'on te tient la main, puis qu'on y aille avec toi de porter, aller chercher de l'aide ensemble. C'est... Ouais. Puis l'autre chose, j'aurais dit, mettons, pour rajouter...
Les gars, souvent, on est dans les solutions. On n'a pas besoin de trouver de solution. C'est arrivé. Je sais, si quelqu'un vous compte ça, c'est arrivé. On n'a pas à trouver une solution pour dire que c'est pas arrivé. On n'a pas à trouver une solution dans l'immédiat pour que la personne aille mieux. Quand quelqu'un vous le compte, elle a juste besoin d'être entendue, d'être écoutée puis d'être crue. Fait que faites ça. Écoutez, puis croyez. T'sais. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que dans des situations comme ça, on a tendance à vouloir se mettre en action puis à vouloir sauver la personne un peu. Ouais. Mais des fois, c'est pas nécessairement de ça qu'elle a besoin non plus. Exact. Puis ça serait à refaire. Puis ça, moi, je l'ai compris récemment. Là. Début du mois de janvier, j'ai compris. J'ai pas besoin de trouver de solution. Puis ça, moi, en tant qu'aidant, ça m'a libéré, moi. Ça t'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de réaliser que j'ai pas besoin de trouver de solution. C'est pas mon problème. Je le vis un peu par la bande. Mais c'est pas moi qui vis avec ça. C'est pas mes émotions. C'est pas mes souvenirs. Moi, ma job, c'est d'écouter, de croire, puis d'être là, de donner un support. Tu sais. Ouais. Puis à partir du moment que ça sort de mon champ de compétences, ben, c'est de rediriger vers les bonnes ressources. Tu sais. Puis c'est pour ça, je pense que c'est important de les connaître, ces ressources-là. Là. Fait qu'évidemment, moi, quand l'épisode va être publié, je vais mettre toutes les ressources dans la barre d'informations partout. Là. Puis à la limite, s'il y en a qui nous écoutent puis qui ne savent pas vers qui se retourner, vous pouvez appeler au Calax, puis nous, on va vous les dire, les ressources. Ça nous fait toujours plaisir de référer les gens. On a parlé de beaucoup d'affaires. Ça passe vraiment vite. Mais si tu avais un mot de la fin, mettons, un message à dire à quelqu'un qui nous écoute, qui est proche d'une victime, puis qui ne sait pas trop quoi faire présentement, là, ou qui se sent bien impuissant, qui se sent bien inutile, qu'est-ce que tu aurais comme message à dire à ces gens-là? Ben, je dirais, écoutez-vous. Oubliez-vous pas en tant que personne. Là. Ce que vous vivez en ce moment, c'est pas rien. T'sais, vous avez vos émotions. Puis si vous avez juste le soupçon que vous devriez vous faire aider, consulter, faites-le. Si ça vous passe par la tête, faites-le. Ensuite, votre travail, c'est d'aider la personne que vous aimez. Puis je ramène ça à écouter-la. Vous n'avez pas absorbé tout ce qu'elle... Vous n'avez pas absorbé son passé. Vous n'avez pas être d'accord ou pas d'accord. Vous avez juste à écouter, à être là, à être présent. Montrer que vous êtes là, puis que ça vous tient à cœur, puis que vous croyez. Puis quand la personne est en détresse ou qu'elle a besoin d'une aide plus loin, enlignez-la dans les différentes ressources. Que ce soit thérapeute, travailleur social, psychologue ou les différents organismes, CALAC, CAVAC. Si c'est des besoins financiers, suite à ça, il y a l'IVAC. Puis il doit y en avoir d'autres que moi, je connais pas. T'en connais déjà pas mal. J'en connais pas pire, hein? Je connaissais pas ça il y a 6 mois, je peux te dire ça. Fait que, gardez ce qui est à vous, pensez à vous, puis après ça, soyez un support. Prenez pas tout sur vos épaules, mais soyez un support. C'est ça que je dirais. Mais je trouve que c'est un bon conseil. Merci encore une fois là, d'avoir accepté. Je trouve, en tout cas, moi, personnellement, la discussion me permet de voir un peu un autre côté de la médaille parce que, comme je dis, on pense pas souvent à l'entourage, mais ça peut avoir quand même des impacts. Ça change votre vie, vous aussi. Fait que merci de nous faire voir un peu ce côté-là. Puis je pense que probablement qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui vont se sentir peut-être moins seuls, si eux, ils ont à soutenir une victime, de dire « Ah, crime, je suis pas toute seule, OK, mes émotions sont valides, OK, moi aussi j'en ai senti de la colère. » Fait que je pense, en tout cas, moi, c'est mon objectif qu'on vienne un peu normaliser ça puis que ces gens-là sentent que sont pas les seuls à vivre ces émotions-là. Fait que merci d'avoir été authentique, de t'être livré à nous parce que ça fait quand même partie de ta vie personnel. Fait que moi, je te remercie. En tout cas, j'espère que les gens vont avoir apprécié notre discussion. Moi, j'ai du plaisir. Je sais pas si on peut dire qu'on a du plaisir dans un sujet délicat comme ça. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Puis pour les gens à la maison, évidemment, si, je le rappelle à chaque épisode, mais si vous avez ressenti des émotions pendant l'écoute, que vous vous sentez pas bien ou peu importe, il va y avoir un paquet de ressources dans la barre de description, donc n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou peu importe, écrivez-nous aussi. Ça nous fait toujours plaisir là, de savoir si vous avez des idées pour des prochains thèmes de prochains podcasts. Et sinon, je tiens encore une fois à remercier l'entreprise Forex pour l'épisode d'aujourd'hui et je vais vous dire à la prochaine. Bye tout le monde!